Alors, bah ça y est, il est 21 heures. Moi, ce que je te propose avant de te lancer dans la présentation du projet, c'est de commencer par te présenter toi-même, faire un petit récap un petit peu de ton background, comment t'es arrivé dans les cryptos et comment t'en es arrivé à te lancer dans ce projet. Euh, bon, je suis plutôt jeune, hein, j'ai un certain âge maintenant, donc j'ai quand même déjà une carrière assez longue. J'ai fait, on va commencer d'abord. J'ai eu la chance de grandir avec mon père qui était ingénieur à l'Agence spatiale européenne. Donc toute ma jeunesse, je vivais dans le monde de l'espace. Mais ce que ça a aussi permis de faire, c'est que j'ai eu accès à Internet dès le début, ce qui est assez rare pour quelqu'un de ma génération. Donc, dès que j'ai eu 12 ans, on avait Internet avec un ordinateur à la maison. Et puis, on avait des ordinateurs à la maison avant cela. Ça ouvre l'esprit, forcément. Je suis arrivé après à la fac. J'ai choisi de faire la fac de droit. Et on était sur les 2000 élèves en 95, 95. On était à Aix-en-Provence, deux dans l'amphithéâtre à avoir Internet dans sa chambre d'étudiant, sur 2000. Voilà. Euh, et ça m'a assez intéressé. Donc j'ai étudié en fait finalement le droit. J'ai étudié le droit sans qu'il y ait aucune notion de numérique dans les cours et dans tout ce que j'ai appris. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était de voir. J'étais très très vite convaincu qu'il allait y avoir un clash entre le droit et l'informatique. Et comme le droit, c'est juste une représentation des règles de la société, j'étais très convaincu très rapidement qu'il allait y avoir un clash entre l'informatique et la société. Je me suis intéressé, j'ai découvert une matière, j'ai commencé à faire un stage dans un tribunal aux Nations Unies. Et là, j'ai découvert une matière qu'on appelle l'informatique juridique. Et quand j'étais en maîtrise, j'ai eu un prof qui m'a proposé de faire ça. Et puis ensuite, je suis allé faire mon troisième cycle, donc mon master 2, maintenant, comment ça s'appelle, en droit public des nouvelles technologies. Et j'ai commencé une carrière aux Nations Unies comme spécialiste de gouvernance électronique. Voilà. Donc en gros, on se posait des questions, quel était l'impact des nouvelles technologies sur les États et comment les États pouvaient utiliser les technologies. Et j'espérais pour le bien de l'humanité. Mais à ce moment-là, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, c'était les années 2000, hein. Et dans les années 2000, on découvre en fait que les États veulent contrôler Internet lors d'un sommet qui s'appelle le Sommet mondial de la société de l'information. Et pour la petite histoire, il s'est passé à Tunis. Et c'était encore à l'époque de Ben Ali, c'est-à-dire le dictateur tunisien, avant la révolution. Et puis, il incarnait déjà un peu ce qu'on allait voir maintenant, c'est-à-dire que lui, c'était un dictateur déclaré et il disait, il montrait à quel point il était ouvert sur le numérique et en fait, il censurait tout Internet à l'époque et il pensait qu'il était très moderne et il était vu comme un modèle par beaucoup d'États. Et puis ensuite, donc les Nations Unies pendant quelques années. Et pendant ce temps-là, j'étais assez activiste pour le logiciel libre. C'était un domaine qui m'intéressait beaucoup, l'open source, la protection de la vie privée. Je développais mes visions cypherpunk. Je m'intéressais à utiliser la cryptographie pour me protéger. Je m'intéressais au réseau peer-to-peer, le téléchargement peer-to-peer, et puis tous les réseaux alternatifs, Tor, et puis les réseaux de partage de fichiers. Et puis quand j'ai arrêté les Nations Unies, je suis allé travailler dans une société d'électricité, donc rien à voir. J'ai été responsable des contrats dans une société d'électricité. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnent les réseaux électriques, les productions, la consommation, les contrats à terme, très court terme. Je bossais pour l'équivalent de EDF, mais la version hollandaise. Et puis,
Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit: «Il faut que je fasse de la politique pour parler de la société numérique» et c'est à ce moment-là que Bitcoin est apparu aussi et en fait, j'ai découvert Bitcoin à travers la mailing list directement, mais j'avais toute cette connaissance à la fois des réseaux des peer-to-peer, la connaissance des réseaux électriques que, je savais pas encore, bah, elle allait être très, très importante pour moi, en fait, mais je savais pas encore. Et puis, la connaissance de tout ce qui était le monde de l'open source et donc quand je lis le white paper de Satoshi, en fait, pratiquement, je m'arrête au titre, heu, où en fait, quand il dit, heu, que c'est construit sur un peer to que c'est un peer-to-peer cash system, enfin, un système de paiement peer-to-peer. Ma réaction, c'est, bah, c'est évident. C'est de l'argent ne pourra se faire que sur du peer-to-peer. C'est comme ça que je découvre Bitcoin et puis au fur et à mesure, je deviens actif politiquement au sein du Parti pirate, en Suisse et j'utilise en fait le Bitcoin. Je me rends compte assez rapidement que le Bitcoin est une construction, qui est faite à partir de bouts qui sont, heu, intrinsèquement dans la culture du numérique, donc tout ce qui est l'open source, le consensus, les communautés, le réseau peer-to-peer, les protocoles, la cryptographie. Tout ça, c'est des choses qui sont intrinsèquement, qui sont vraiment qui naissent de l'internet et qui ensemble, quand on les met ensemble, ont tellement de valeur que ça fait de l'argent en fait. On peut en faire du, heu, on peut en faire une valeur. Plus on mélange ça avec de l'énergie, avec de l'électricité. Et donc en fait, j'ai commencé à utiliser Bitcoin comme étant une réflexion, politique. Heu et pendant ce temps-là, je travaillais et puis de plus en plus de gens venaient me voir en me demandant, ce que c'était le Bitcoin et s'ils devaient investir dans le Bitcoin. Et en 2013, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui, encore une fois, voulait savoir ce que je pensais du Bitcoin, mais il commence par, me dire, «Écoute, j'ai acheté du Bitcoin, heu, c'est quoi le Bitcoin?» Alors que les gens faisaient l'inverse. Ils me demandaient ce que c'était le Bitcoin et puis après ils me demandaient s'il fallait en acheter. Puis moi, je n'avais toujours pas acheté, j'avais toujours pas touché au Bitcoin, donc là, on est en 2013. Donc tu vois qu'entre 2009 et 2013, il y a 4 ans qui se passent et j'étudie ça, mais sans y toucher. Et en fait, cette personne-là, on a décidé, de se lancer et ma boîte fermait à ce moment-là, la boîte d'électricité fermait et puis, on s'est dit: «Tiens, on avait compris une chose, on avait compris que la finance allait se reconstruire sur, Bitcoin. Ça, c'est ce qu'on avait compris à ce moment-là et donc, il fallait que les gens puissent acheter, des bitcoins pour pouvoir faire leur application par-dessus. Et donc on s'est dit: «La première chose à faire, c'est de faire un broker où on va faciliter finalement, l'accès au bitcoin pour les gens pour 10 francs, 100 francs, il fallait que ce soit facile. Puis l'aventure a commencé comme ça et j'ai créé le premier broker bitcoin. Je fais ça pendant 6 ans avec des hauts et des bas, 2 bear market, 2 bull market, enfin c'était assez éprouvant. On a créé un réseau distributeur et j'ai eu pas mal axé toujours sur l'accès sans KYC. Il fallait que les gens aient accès, heu au bitcoin sans avoir besoin de montrer une pièce d'identité. Et le droit permet une marge de manœuvre et j'essaie d'appliquer ça au maximum. Puis au fur et à mesure, le régulateur a commencé à vouloir limiter ça et je me battais contre ça. Et, et aujourd'hui, on arrive toujours un petit peu à faire, mais c'est dur en Suisse à ce niveau-là, mais on arrive toujours un petit peu. Et puis après 6 ans, on a aussi fait d'autres projets, on n'a pas fait que de la vente de Bitcoin, on a aussi aidé des projets à se lancer, à faire des ventes privées, à faire des ICO. Et c'est là qu'un des projets qui est venu me voir, avec Harry, c'était Nîmes. Et donc j'ai aidé finalement Nîmes dans la vente privée et puis, quand j'ai décidé de rejoindre ce projet-là parce que, il était finalement à la frontière, ou à l'intersection de ces 2 mondes qui étaient le monde, heu, de la valeur, là, le monde de l'infrastructure financière du numérique, plus le monde de la protection de la vie privée avec un modèle, que j'avais encore jamais vu et qui me parlait beaucoup. Que je comprenais pas au début, mais comme le bitcoin, j'ai mis du temps, quelques mois, disons bien une année à comprendre, alors que je travaille déjà dedans
une fois qu'on comprend, on se projette finalement. Donc c'est comme ça que je suis arrivé. C'est comme ça que je suis arrivé dans Nîmes. C'est que c'était un chemin. Je suis parti de la protection de la vie privée. Je suis passé un peu par l'énergie. J'ai découvert Bitcoin. J'ai compris la nouvelle finance, le changement de société que ça faisait. Et puis grâce à ça, on peut construire l'anonymat sur du numérique, construire de l'anonymat. Donc le projet en lui-même, c'est ce qu'on appelle un mixnet. Euh, et un mixnet, c'est une topologie de réseau qui est particulière, dont on n'a pas l'habitude. Euh, et en gros, c'est un réseau, enfin le réseau en lui-même, il va chercher à faire une chose, c'est qu'il va chercher à rendre les communications qui passent par ce réseau, ces communications deviennent inobservables. Voilà, c'est le but du réseau Mixnet. Et il y avait aucun réseau avant qui n'arrivait à faire cela. Enfin, on doit encore démontrer que le Mixnet est la bonne manière de le faire, mais euh, c'est vraiment le but. On a d'autres réseaux. Alors, il y a des réseaux qui sont très transparents, hein. Le réseau TCP/IP qu'on connaît, Internet, le but, c'est pas qu'il soit inobservable. Le but, c'est de faciliter la connexion entre deux ordinateurs très rapidement. Euh, et, que, euh, et que si jamais on perd un paquet, c'est pas grave. Il y a une Là, je résistance pense à que tu vas la. commencer à rentrer sur des notions techniques que tout le monde va pas spécialement suivre. Bon, D'accord. TCP/IP, tout ça, ça va. On va essayer de commencer soft pour le démarrage. Juste faire une présentation. En gros, commence pas à plonger dans les détails techniques, sinon on risque de perdre Non, un petit ça peu. marche. Ça marche, ça Oui. marche. Ça marche. Alors on va rester sur du haut niveau. Donc voilà, donc tu as des réseaux comme Tor par exemple, et je pense que beaucoup de gens connaissent Tor ici quand même. Ce sont des réseaux qui cherchent à cacher l'adresse IP de la personne, enfin du site vers lequel tu te connectes, et de cacher ton adresse IP. Euh, et, et je vois qu'il y en a un qui a bien compris, si on peut perdre des paquets, c'est que c'est l'UDP. Tu as raison. On peut streamer avec ça. Non, donc le but c'est de faire un réseau qui devient énorme. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire un réseau qui est inobservable avant même d'abord de rentrer dans le projet lui-même? C'est qu'en fait, on se rend compte que Internet est un réseau transparent, entièrement transparent. On voit tout ce qui se passe sur Internet. Et alors, on voit tout ce qui se passe en fonction de son point de vue. Mais avec le temps, entre la construction des gros acteurs et puis les outils qui se mettent en place, en fait, il y a des gros acteurs qui sont des acteurs comme les États ou des gros fournisseurs d'accès Internet ou même des grosses entreprises qui récoltent, qui croisent plein de données. En fait, ces gens-là sont capables d'avoir une vue d'Internet pratiquement totale. Et donc, ils arrivent à voir qui communique avec qui en temps réel. Et on s'est rendu compte, enfin les recherches au fur et à mesure se rendent compte que la quantité de données que l'on obtient et l'information qu'on arrive à dégager sur les gens, rien qu'en observant comment ils discutent et avec qui ils discutent, est bien plus importante que si on regarde le contenu même des informations. Donc en gros, que tu envoies un message d'amour à ta copine, on s'en fout du contenu. Par contre, on sait que c'est ta copine et on sait que tu l'aimes ou que, ou que tu es en train de t'engueuler avec elle. Et ça a beaucoup plus de valeur parce que euh, on peut croiser ces données avec d'autres choses et puis on peut essayer de te vendre un truc, hein. On va te vendre une boîte de mouchoirs si tu viens de te faire larguer. Ou on va te vendre un billet de cinéma pour aller voir quelque chose. Et, et puis, euh, euh, et, et en fait, on peut déduire, on peut faire un profil extrêmement précis sur ta personne. Donc, c'est pas arrivé en une fois, ça a été construit au fur et à mesure. Je vois qu'il y en a qui parlent d'échelon. Échelon, c'est une partie de ce qui s'est passé. C'était un truc assez vieux. Mais en fait, on se rend compte que ce système de surveillance s'est mis en place
et il est mix. Il est à la fois, il vient d'États, donc qui essayent de surveiller et pour des questions de sécurité. Donc là, c'est échelon et c'est d'autres systèmes de ce genre-là. Et puis il y a la partie commerciale où en fait on va surveiller avec les cookies, avec des identifiants, on va essayer de profiler au maximum les gens pour leur vendre de la publicité. Mais en fait, ces deux systèmes vont se mélanger et vont s'augmenter entre eux et on appelle ça le capitalisme de surveillance. Donc ça a été théorisé par une dame qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit un livre là-dessus. Et elle a expliqué comment les entreprises et les États, en forme de symbiose, collectent des données tout le temps et finalement créent des profils sur tout le monde. On ne peut pas y échapper, hein. C'est assez simple, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Et en fait, utilise ces informations-là contre nous, soit pour nous vendre quelque chose, soit pour essayer de nous attraper pour des choses de plus en plus futiles. Donc, comment est-ce qu'on se protège? Et en fait, les gens ont essayé de se protéger en chiffrant les conversations, mais en réalité, on se rend compte que c'est pas suffisant. Les gens essaient de se protéger en créant des lois de protection des données, mais ça c'est pas suffisant. Et donc, on est pas mal, on est quand même un groupe de gens de plus en plus nombreux à penser que une des manières de faire, c'est de se cacher au milieu de la foule. Donc en fait, l'idée, c'est que dans ce brouhaha, dans ce monde numérique où toutes les transactions peuvent être corrélées à une conversation, on sait exactement qu'est-ce qui se passe. En fait, on va créer du bruit dans cet univers Internet. On va créer du bruit qui veut plus rien dire. Et dans ce bruit qui veut plus rien dire, on crée comme ça une sorte de mer d'anonymat ou de anonymat. On va s'envoyer des vrais messages. Et donc, ce vrai message-là, il va être, on ne pourra pas le distinguer du bruit qui est fait autour de nous. Alors, juste plus concrètement, le réseau NIMS, qu'on appelle un mixnet, parce que ça mélange, ça mixe le réseau. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va prendre ton message, il va le couper en morceaux. Exactement, tous les morceaux auront la même taille. Et tous les gens qui vont utiliser le mixnet en même temps, tout le monde va couper ces messages dans des paquets de la même taille. Donc, il faut imaginer que si maintenant on est 50 à utiliser le mixnet, on va tous les 50 envoyer des messages qui ont tous la même taille. Alors évidemment, ces paquets sont chiffrés, mais en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 20-30% de faux paquets. Donc, on va créer plein de paquets qui veulent rien dire, qu'on va mélanger avec nos vrais paquets. Et on va les envoyer à travers ce réseau et chaque paquet va prendre un chemin différent. Et parce que c'est pas encore suffisant, chaque paquet qui va prendre un chemin différent dans le réseau ne va pas circuler à la même vitesse dans le réseau. Ça veut dire qu'ils vont arriver de l'autre côté, à celui qui va recevoir les marchés, la communication. Il va les recevoir dans un mauvais ordre. Alors lui, il sera capable de reconstituer le bon ordre, mais quelqu'un qui observe le réseau à ce moment-là, quelqu'un, alors que ce soit le fournisseur d'accès à Internet, que ce soit la NSA, que ce soit le fisc, que ce soit Facebook ou Google ou Twitter, qui peuvent croiser beaucoup de données, ou Amazon par exemple. Ben en fait, finalement, ces gens-là ne peuvent plus savoir que tu parles avec un tel parce que on a créé de la complexité telle que finalement ça devient inobservable. Et donc là, on a une logique, hein. Donc le plus important, c'est ça, c'est que sur un réseau entièrement transparent, donc le réseau TCP/IP, c'est un réseau qui est transparent, on voit tout ce qui se passe, qui parle avec qui. On va créer du bruit, on va créer de l'anonymat, et à travers ce réseau d'anonymat, on va pouvoir envoyer des communications qui sont à ce moment-là réellement privées. Et on arrive enfin, on espère, parce que maintenant on va se faire attaquer aussi, donc il faudra voir. Mais pour l'instant, on espère que on arrive à répondre à cette définition de ce que c'est un message privé. Et un message privé, réellement privé, c'est un message
dont les deux parties qui discutent entre elles choisissent ce qui révèle à l'autre personne. Et donc, aujourd'hui, la plupart des messages sur internet ne sont pas privés parce que moi, j'ai beau te parler avec toi, en réalité, comme notre discussion, elle est visible, heu, on choisit pas, il y a des données qu'on ne choisit pas de ne pas révéler, qui sont prises par d'autres personnes. Tout simplement notre adresse IP, tout simplement un certain nombre de données de transit, tout simplement. C'est ça qu'il faut arriver à cacher. En gros, si on peut résumer, mais de manière vraiment, excessivement, simpliste, parce que là, je vois dans le chat qu'il y a un de nos auditeurs qui comprend pas spécialement tout ce que tu dis. En gros, le NIM, donc c'est un mixnet. Pour faire très simple, c'est un petit peu comme si on utilisait un réseau Tor, mais qui fonctionne avec une autre technologie. Et le but, c'est vraiment d'avoir des échanges numériques totalement privés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas observer tels que peuvent le faire les grosses sociétés ou nos chers gouvernements pour notre bien, bien entendu. Exactement, exactement. Avec la petite nuance, hein, c'est qu'effectivement, les gens qui viennent vers le mixnet, ils connaissent Tor et ils ont tendance à vouloir comparer. Avec cette toute petite nuance que Tor n'a pas été construit pour cacher les communications, mais a été construit très spécifiquement pour cacher son adresse IP à l'ordinateur avec lequel on discute. Donc, c'est plus pour se protéger de celui vers qui on discute, plutôt que de se protéger du réseau lui-même. Alors que là, vraiment, le but, c'est de se protéger des gens qui observent le réseau. Voilà, c'est la subtilité entre Tor et Nîmes. Ce qui fait que Nîmes ne sera pas utile de la même manière que Tor. Nîmes sera plus lent et on va préférer utiliser le Mixnet pour de la messagerie. Et heureusement, on a beaucoup d'applications de messagerie et la première application de messagerie qu'on veut utiliser, c'est les transactions en crypto-monnaie. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est que si tu as un wallet Bitcoin qui est sur ton téléphone, qui discute avec le nœud Bitcoin de l'autre côté, en fait, ton fournisseur d'accès internet, alors si tu es en France, je sais pas moi, Free, France Télécom, enfin Orange, ou en Suisse, tu as Swisscom, ils savent très bien que tu as un wallet Bitcoin parce qu'ils voient que tu utilises une application qui va parler à un serveur Bitcoin. Ça se voit. Et il n'y a aucune raison que ton fournisseur d'accès à internet sache que tu te connectes à tes services financiers. Il n'y a aucune raison. Donc tu peux cacher cela en utilisant le réseau NIM. Donc ce sera une des premières utilisations, mais aussi de la messagerie type Telegram, Signal. On a déjà fait des démos avec cela. Enfin, ça marche avec Signal. Avec Telegram, pardon, avec Telegram. Donc ça, c'est la base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans le domaine du Web 3. Et en fait, le concept de Mixnet, c'était quelque chose qui existait depuis très très longtemps. Puis je vais vous raconter une petite histoire drôle. C'est que le Mixnet était un des outils que les cypherpunks voulaient construire. Mais ils n'arrivaient pas à le construire à l'échelle. À un moment donné, il y a un type qui a construit ce qu'on appelait un remailer. Un remailer, c'est un service d'email qui permettait de renvoyer des emails anonymes. Donc, tu lui envoyais un email au serveur et ça renvoyait un email anonyme. Et pour faire cela, il avait construit un petit mixnet. Et c'était tellement efficace qu'à un moment donné, cette personne-là, elle a remarqué que son serveur email était utilisé par des spammers. Évidemment, c'est bien pratique. Il recevait plein de spam à travers son serveur. Alors il s'est posé la question, mais comment je vais éviter que les gens envoient du spam à travers mon serveur sans connaître les gens? Parce que comme ils utilisent ce petit mixnet, je suis incapable de savoir d'où ils viennent. Alors il s'est dit, bah, je vais faire un système où ils vont me donner une preuve de travail associée à leur email. Donc l'ordinateur devait calculer pendant quelques secondes
un hash et résoudre une équation et envoyer ce résultat en même temps que l'email pour prouver que il n'envoyait pas des emails juste comme ça, il envoyait des emails accompagnés d'une preuve de travail. Et cette preuve de travail, créée par donc Adam Back, qui utilisait ce logiciel qui avait créé ce serveur de mineur, ce serveur de mail, a été réutilisé par Satoshi pour faire la preuve de travail dans Bitcoin. Donc, pour la petite histoire, c'est que quelqu'un qui avait cet email, ce serveur mail anonyme grâce à un mixnet, pour se protéger des abus, crée la preuve de travail. La preuve de travail est récupérée par Satoshi pour faire le Bitcoin. Le Bitcoin crée une économie numérique avec un monde fantastique, parce qu'il y a le Bitcoin et puis après on crée les autres mondes autour de Bitcoin. Et grâce à cet univers de tokens et de crypto-monnaies, on arrive à construire un mixnet d'une taille bien plus importante, parce que là, on introduit une notion économique dans le réseau. On a des histoires comme ça assez fantastiques. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré de ce monde du Web3? C'est que on a là, je pense que le cas d'usage idéal pour pour un token, c'est l'économie d'une infrastructure numérique. Une infrastructure numérique, c'est quoi? C'est des ordinateurs qui sont ensemble, qui se mettent ensemble. On organise les ordinateurs entre eux pour faire un travail, quel qu'il soit. Ça peut être gérer du partage de fichiers, hein, un peu comme Filecoin. Ça peut être gérer un système de paiement comme Bitcoin. Ça peut être gérer une machine virtuelle comme Ethereum, et ainsi de suite. Et, pour nous, ça va être gérer un mixnet, gérer un service de transfert de données anonymisé. Et quand on est dans ce cas-là, on est dans un cas où on met comme ça des ordinateurs en commun et on les met en coopération, mais en même temps compétition pour faire ce service-là. La valeur qui est générée collectivement peut être capturée à travers un token qui va être dépensé par ceux qui veulent utiliser le réseau et qui va être généré ou qui va être capturé par ceux qui fournissent le service, qui fournissent les ressources dans le réseau. Et c'est là où le token NIM intervient, parce qu'il vient essayer de capturer cette valeur de combien vaut une donnée qui a été anonymisée. C'est quoi le travail? Parce que comme il faut un travail d'anonymisation derrière, il y a un travail de mixage qui est important, fait par des ordinateurs. Combien vaut ce travail-là? Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Et donc là, on a une forme de coopérative qui apparaît. Et on pense que ce modèle-là, il est expérimenté par plein de projets qui fournissent des infrastructures publiques. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau où on a de l'usage payant, parce qu'on n'a pas encore enclenché l'usage payant, mais déjà, on se rend compte que on arrive à maintenir un réseau de mixnet avec 600 serveurs actuellement qui sont là, qui existent, parce qu'ils espèrent collaborer, ou ils collaborent à ce réseau-là, ils créent leur réputation grâce à cette token economics. Et donc rien que pour ça, ce modèle, il marche déjà. Voilà. Maintenant, on doit le faire marcher au-delà, on doit le faire marcher. Alors techniquement, bien sûr, il faut que finalement la promesse d'anonymisation, elle tienne le coup. Mais c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'universitaires, on a déjà été contacté par plein d'universités qui essaient de comprendre comment marche le réseau et de l'attaquer et d'essayer de désanonymiser. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de recherches qui ont réussi à démontrer le contraire. Ça n'a pas encore abouti. Et puis, ouais, vas-y. Ouais, juste pour revenir un petit peu sur le dernier point que tu as abordé. Donc actuellement, votre réseau, il est opérationnel, mais il n'y a pas Ouais. encore d'incitation financière à créer un nœud et venir participer à la sécurisation de ce réseau. C'est bien ça? Alors si. Il y a justement, c'est ça il y a déjà une incitation à mettre en place de l'infrastructure, mais il n'y a pas le système encore où les gens doivent payer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, et ça a été un peu l'intelligence de ceux qui ont fait le design de la token economics,
et qui, je pense, va rester comme un modèle pendant un certain temps, c'est qu'on a essayé de, euh, de mettre en place la même dynamique que dans le Bitcoin, mais avec un supply euh, pré-miné dès le début. Voilà. Et donc, comment tu fais? Dans Bitcoin, les premiers qui participent au réseau, ils tournent à vide, hein, les blocs étaient vides au début. Par contre, ils reçoivent des gros rewards de 50 Bitcoin. Et au fur et à mesure que tu avances, les rewards diminuent, mais l'usage du réseau commence à augmenter. À un moment donné, on décide, dans Bitcoin, ça a été environ en 2010, on décide d'activer les frais de transaction. C'était pas là dès le début. On active les frais de transaction. On met un minimum de 1 Satoshi par byte. Et à un moment donné, avec l'usage qui augmente, la quantité de fees par bloc augmente. Et aujourd'hui, on arrive à un point où il y a déjà, des fois, c'est 20, 30, 40. On a déjà eu des blocs où il y avait plus de fees que de reward. Et au fur et à mesure, le reward va. Merci les JPEG. Merci les JPEG, ouais, exactement. Ouais. Et puis au fur et à mesure, le reward va baisser et puis il n'y aura plus que des fees. On a simulé ça en créant une réserve. Donc en fait, on a mis un quart des tokens, donc il y a 1 milliard de tokens, et un quart de ces tokens-là sont mis dans une réserve qui sert à rémunérer l'infrastructure en place alors qu'elle tourne à vide. Donc en fait, aujourd'hui, les gens qui mettent en place leur infrastructure, ils récupèrent une portion de cette réserve, qui au fur et à mesure du temps va diminuer. Et donc, ils auront toujours une portion de ça, mais cette portion va diminuer. Et à un moment donné, on va on va allumer finalement les frais de transaction, enfin les frais d'usage du réseau. Et les gens vont, en payant, en fait, ils vont remettre dans le pot commun. Et au fur et à mesure, on va observer, on espère, hein, si l'économie marche, mais ça, c'est le pari, que les frais de transaction vont surpasser les rewards qui viennent de la réserve. Cette réserve aura tendance à se vider. Voilà. Et aujourd'hui, pour l'instant, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau actuellement tourne plutôt à vide, dans le sens où personne ne paye. Il y a un peu des gens qui utilisent, mais personne ne paye pour l'utiliser. Par contre, l'infrastructure, elle, est quand même rémunérée. Et donc, si tu mets un nœud aujourd'hui, tu peux prétendre à obtenir une partie de cela. Si tu achètes des tokens, on a aussi fait un système de délégation. Donc, si tu achètes des tokens, tu vas pouvoir les déléguer comme du staking, en fait, auprès d'un nœud. Je sais que dans la salle, il y a au moins un de nos acteurs actifs de nœud. Il y a CGI Bean, vous pouvez le voir. Il a mis sur son profil No Trust Verify, vous pouvez aller voir. Et ils maintiennent plusieurs nœuds. Et, et en fait, vous prenez vos tokens et vous pouvez les déléguer auprès de ces machines à lui pour lui donner de la réputation. Ça lui permet aussi d'être constamment dans le nombre, dans ce qu'on appelle l'active set, c'est un nombre réduit. On a 600 machines, mais en fait, il n'y en a que 240 qui sont actives, qui participent vraiment au réseau et qui obtiennent les rewards. Et puis les 600 font la compétition constamment entre eux. Tu as parlé de 600, donc c'est-à-dire que c'est limité à 600 ou c'est le nombre qu'il y a actuellement, simplement? Non, c'est le nombre qu'il y a actuellement. Pour l'instant, on a limité ceux qui sont actifs, c'est-à-dire ceux qui gagnent vraiment quelque chose, qui participent au réseau de mixage. En fait, ils changent toutes les heures. Toutes les heures, il y a une loterie sur qui a le droit de participer. Et plus tu as de délégations, plus tu as de chances d'être tout le temps sélectionné. Mais des fois, tu peux avoir un tout petit peu tu peux avoir juste quelques centaines de NIM de délégations, et puis tu peux être sélectionné pendant 1 heure. Ça peut arriver. Mais donc, il y a une forme de tirage au sort à l'intérieur de ces 600. Mais ces 600, eux, c'est ouvert. Si tu crées un nœud, il peut y en avoir 1000. Par contre, les 240, eux, ils sont fixes. Ils vont évoluer avec le temps, mais pour l'instant, c'est 240. Ok, ça marche. Moi, c'est le temps de lancer tout ça, quoi.
Voilà. Alors, Euh, je vais essayer de mhm, rapidement résumer. Donc actuellement, donc pour reprendre depuis le début, pour ceux qui nous auraient rejoints, vous avez donc mis en place un système qui permet d'avoir un usage des communications qui est privé. Grosso modo, c'est mhm. pour faire très simple, hein, vulgariser, même si tu nous as bien expliqué au début que c'était pas du tout la même chose, c'est un espèce de Tor, on va dire couplé à un VPN, pour voilà, pouvoir avoir des communications libres que personne ne peut intercepter. Observer, observer. Observer, voilà, pardon. Euh, Votre réseau, il est actuellement actif essentiellement pour des wallets. Donc, pour les personnes qui arrivent, qui suivent un petit peu la technique au niveau des wallets, c'est ce qu'on place au niveau du RPC, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de communiquer avec un nœud pour divulguer enfin, envoyer vos transactions, etc. Et également avec Telegram, c'est ça? Voilà, on a quelques messageries. On a Telegram, on a Keybase, on a Elements. Et puis, dans les wallets, on a Electrum, Monero, le wallet de Monero, et puis Green Wallet de Liquid, et Alephium, le wallet de Alephium aussi. Ok, super. Et donc, le réseau, donc n'importe qui à l'heure actuelle peut monter un node pour participer donc du coup à la sécurisation du réseau. Mhm, Tout le monde peut utiliser ce réseau à l'heure actuelle gratuitement, mais par contre, mhm. les personnes qui montent un node, elles sont rémunérées grâce au système de NIM via un système, on va dire, de stacking qui a été fait grâce au préminage effectué au lancement du projet. C'est ça? Exactement, exactement. T'as tout compris. Magnifique. Pour ceux qui connaissent, en fait, cette token economics été inventé en collaboration entre Claudia, donc, qui est un des cerveaux, qui professeur à KU Leuven, qui est un des cerveaux derrière Nîmes, avec une collaboration avec, et puis maintenant j'oublie son nom, Aggelos Kakayas, voilà, Capayas, qui est le CTO de Cardano. Donc c'est un peu le même modèle de token economics, inspiré de Cardano. Ok, ça marche. Alors, on a déjà dépassé un petit peu la demi-heure, mais honnêtement, je suis impressionné. Je connais quelques personnes qui sont très douées en monologue. Là, tous battus. Clairement, si je t'arrêtais pas, je pense que tu faisais l'heure tout seul. Tu faisais les questions, les réponses, tout. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, je m'inspire. T'as une communauté qui pose des bonnes questions, donc j'en attrape de temps en temps au passage et ça me permet de rebondir. Ok. On va parler un petit peu de la structure qu'il y a derrière Nîmes. C'est Mhm. quoi? C'est une entreprise? C'est une asso? Comment ça se passe? Alors là, on a choisi le modèle d'une entreprise, ouais, une vraie entreprise, une société anonyme, euh, avec plusieurs particularités. Et on a bien travaillé là-dessus parce que c'est pas quelque chose d'évident. Surtout qu'au début, comme on est en Suisse, beaucoup de gens venaient et voulaient faire comme Ethereum, avec la fondation Ethereum, mais c'était pas, pour moi, c'était pas le truc idéal. Euh, on a créé une entreprise. euh, Pourquoi? Parce que d'abord, quand tu veux fabriquer un jeton en Suisse, un jeton de réseau comme celui qu'on fait, ou comme Ethereum a fait, en fait, la forme de l'organisation dans laquelle tu es, elle importe peu. Euh, ce qui est euh, que tu sois une entreprise, une fondation, une association, ça change rien sur la nature du jeton que tu vas faire. Donc, il faut choisir la forme d'organisation qui est la plus effective pour ton projet. Euh, il y a des gens qui pensent que la fondation est un bon projet, un bon système, parce que tu coupes en fait les fonds, tu donnes les fonds à la fondation, et ceux qui ont donné l'argent n'ont plus de contrôle sur le projet. Mais ça pose des problèmes parce qu'en fait, la fondation, elle peut décider, elle peut aller dans le sens qu'elle veut. Et on a eu l'affaire Tezos, c'était une affaire assez connue où le- le- celui qui dirigeait la fondation en Suisse a commencé à piquer l'argent et a voulu faire autre chose. Et en fait, les gens des gens qui avaient monté Tezos, ils ne pouvaient pas aller contre ça.
Donc nous, on a choisi après, il y a beaucoup de gens qui utilisent dans les associations, mais nous, on a choisi l'entreprise. Mais on a fait une entreprise particulière. On a fait une entreprise où les employés fondateurs sont les actionnaires. Donc, on est nous-mêmes, enfin un groupe de 7, hein, on est nous-mêmes actionnaires de cette entreprise-là et aucune personne en dehors de l'entreprise n'est actionnaire de la société. Tu vois, donc c'est une forme de coopérative des fondateurs. Voilà. Et avec ça, on a une grande liberté, on a un contrôle total sur l'entreprise, et en même temps, on a une structure qui en Suisse est très simple. La société anonyme, c'est quelque chose que tout le monde comprend autour de nous, parce qu'il y a plein de boîtes qui sont comme ça. Et donc, quand tu crées une fondation, ça pose des questions. Pourquoi vous voulez faire une fondation? Vous faites des jetons, vous voulez gagner un peu d'argent, ou vous voulez, enfin, on comprend pas trop pourquoi vous faites une fondation. C'était surtout en fait, la fondation, c'était une arnaque qui a été mise sur le dos des projets crypto qui venaient en Suisse. On leur faisait croire qu'il fallait une fondation, mais c'était une manière pour certaines personnes de prendre le contrôle. Là, l'intérêt avec l'entreprise, c'est que les fondateurs gardent le contrôle vraiment sur le projet. Et ensuite, on a la liberté d'une entreprise commerciale, parce qu'en Suisse, comme un pays qui est très libéral, et donc l'organisation d'une société, la direction que l'on prend, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon très, on peut diriger de façon très stricte cette entreprise. Alors comment est-ce qu'on voit les choses? C'est-à-dire que ensuite on vend des tokens et on crée un réseau. Moi, je vois la structure comme ça, c'est qu'on a cette entreprise qui est une entreprise privée d'une équipe qui invente une machine et ensuite qui collabore avec une communauté, et elle reçoit de cette communauté qui va investir dans les jetons un mandat qui est de construire ce système pour le compte de la communauté. Donc finalement, l'entreprise, c'est juste une structure qui va organiser les équipes de développement au début, parce que finalement, quand on organise une équipe de développeurs en les payant, et ils sont tranquilles, et puis ils ont que à bosser, ils n'ont pas à savoir ce qu'ils vont manger à la fin de la soirée, mais finalement, on arrive à déjà amener des gens qui ont des grandes compétences, et puis on arrive à bien les organiser, et finalement à avoir un résultat qui est très bon. Alors c'est un choix, hein, il y a d'autres, il y a des projets qui choisissent fondamentalement quelque chose de différent. Bitcoin a décidé, et puis et je trouve que c'est tout à fait valable, qu'il n'y avait pas de système de valorisation du travail qui était fait sur le réseau lui-même, parce qu'on considère que finalement ouais, il y a un côté d'altruisme qui est extrêmement fort, mais qui pose aussi des problèmes des fois pour Bitcoin. Il y a des gens il y a des projets que les gens aimeraient voir arriver sur Bitcoin qui n'apparaissent pas parce que c'est assez difficile d'être financé, et vice-versa. Il y a des gens qui sont super bien financés dans Bitcoin qui font des choses qu'on veut pas qu'on veut pas voir apparaître. Bon. Donc il y a des choix comme ça différents, et on pensait que dans notre cadre, c'était le choix le plus adapté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on a un modèle, et ça c'est nouveau aussi, c'est que finalement on a un modèle qui permet de financer du code open source, c'est-à-dire tout ce qu'on fait c'est open source, et parce que comme on a ce mandat pour construire le réseau, c'est le réseau qui va fournir finalement, qui va créer cette valeur pour les participants du réseau. Le code source, il est transparent, il est ouvert, et je pense que ça, c'est une chose assez intéressante. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu aux différentes questions, mais disons que c'est aussi par facilité finalement, tu dois travailler avec une banque, tu dois travailler avec un comptable, tu dois travailler avec un certain nombre de gens, Oui, non, non, et puis finalement, tout est facile avec une société anonyme. pas de souci, je comprends bien. C'est grosso modo, hein, c'est un peu la même trajectoire que les FIOM qu'on a reçus et qui sont d'ailleurs présents ce soir, qu'on a reçus la semaine dernière. Absolument. Et justement, moi j'ai une petite question qui me taraude. Et là, je vais te donner un défi, c'est d'y répondre genre en moins de 10 minutes, parce que ça va bientôt faire 1 heure Ah, qu'on y est. Donc que tu oses me on va faire essayer ça, moi? on va essayer de boucler en fait l'enregistrement sur cette dernière question. Après, bien entendu, on pourra rester entre nous pour continuer de parler de tout ça. Euh,
économiquement parlant, Mhm. donc, si je ne dis pas de bêtises, au début de l'interview, tu nous as dit que ça avait été que vous aviez effectué une levée de fonds, donc pour lancer le projet. Donc vous avez effectué une levée de fonds Mhm. sur le token NIM. Il sert donc à payer les développeurs, enfin à faire tourner l'entreprise actuellement pour lancer un petit peu toute la machine. Ouais, Et actuellement, l'utilisation du réseau est gratuite. Mais voilà. le token NIM sert toujours de compensation financière à ceux qui font tourner des nœuds, en fait, pour assurer la fonctionnalité du réseau. Comment est-ce que vous arrivez à entretenir la vie du token? Parce que je pense qu'en fait, ceux qui font tourner des nœuds, ils se remboursent un petit peu du travail qu'ils font, donc ils vendent aussi leurs tokens. Bien sûr. Euh, où est-ce que vous avez une incitation pour ne pas que votre token aille à zéro à l'heure actuelle? Bon, c'est une très 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 bonne question. Alors déjà, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a dès le début fait je pense que c'est assez rare, on a la chance d'avoir une équipe qui est passée, enfin certains d'entre nous, on est passé déjà par plusieurs bear markets, donc on a tout de suite fait une approche très saine de la gestion financière. Donc aujourd'hui, un projet comme le nôtre, on a vraiment un, qu'on appelle on a une visibilité de financement avec ce qu'on a maintenant, ce qu'on a levé en fait, euh, à la fois avec les VC, à la fois avec la public sale. On tient encore pendant deux voire 3 ans. D'accord. Et ça fait déjà 2 ans, 4 ans qu'on tourne, tu vois. Donc on arrive bien à maximiser ça. On est très rigoureux sur nos propres dépenses. Ça, c'est une première chose. Donc ça nous permet de donner du temps et de pas et puis on a aussi diversifié suffisamment bien, à la fois, en crypto, en fiat, pour que, quand il y a des, problèmes, on s'en sort finalement, assez bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc ça nous permet de nous donner du temps à construire ça. Deuxième chose, c'est que, et ça, c'est un peu difficile, surtout dans les bear markets, c'est que, effectivement, on a une pression à la vente actuellement puisque on a des gens qui tiennent un réseau, qui ont des coûts d'infrastructure. Ceux qui utilisent le réseau aujourd'hui ne payent pas pour ça et donc, il y a une pression à la vente, voilà, qui est naturelle et qui en plus arrive en plein bear market. Voilà, donc c'est dur, c'est difficile. Là, on doit jouer un rôle qui est extrêmement difficile et je ne dis pas qu'on le fait parfaitement, mais je pense qu'on essaye de le faire au mieux et en tout cas, on essaie d'être dynamique et de chaque fois s'adapter. C'est qu'on continue à s'engager avec la communauté, avec tous les éléments de la communauté, pour montrer qu'on est là, qu'on travaille, qu'on avance, et qu'on va atteindre cette promesse, ou en tout cas qu'on se donne les moyens d'atteindre cette promesse, d'avoir un réseau qui va économiquement être, être euh, durable, Viable? enfin voilà, viable tout simplement. Voilà, d'accord. Donc c'est une question beaucoup de communication et de montrer ce que l'on fait aux gens. Donc là, on en est à cette étape-là. Mais on va passer par une autre étape et qui est aussi un choix tactique que peu de produits, que peu de, on va dire, de projets font, parce que peut-être que ça paraît des fois comme quelque chose euh, de, de pas entièrement conforme à la vision qu'on avait au début. Mais en fait, des fois, on doit un peu se remettre en question et dire, OK, mais faisons quelque chose qui soit utilisable par tout le monde. Un objet qui est peut-être pas parfait comme nous, on aimerait l'avoir, mais en tout cas qui est ce qu'attendent les gens. Et en fait, aujourd'hui, les gens, il y a un énorme marché du VPN. Les gens savent pas très bien ne savent pas ce que c'est un mixnet. Ils ont pas de conscience de ce que c'est un mixnet. Par contre, ils savent ce que c'est un VPN. Ils savent ce que c'est Tor. Donc, on a décidé de fabriquer quelque chose qui ressemble à un VPN, qui va être aussi simple d'utilisation qu'un VPN, le mettre en vente et qui va se reposer sur cette infrastructure que l'on a déjà, sur ces 600 serveurs qui tournent.
mais avec la particularité et puis ces gens-là, ils vont pouvoir payer en carte de crédit. On va leur dire: «Vous installez un truc» et puis vous pourrez le proposer à votre grand-mère en disant: «Installe, le VPN de Nîmes, tu vas pouvoir regarder Netflix si tu veux dessus». Mais en même temps, lorsque tu vas utiliser, Telegram, lorsque tu vas utiliser ta messagerie, ça passera par le MixNet et il y aura un avantage, d'utiliser ce VPN de façon, particulière. Et d'un point de vue du réseau, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont payer en carte de crédit ou ils vont payer en bitcoin, ou ils pourront directement payer en token NIM s'ils le veulent. Mais nous, en fait, si on va recevoir des bitcoins ou des euros avec la carte, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter des jetons et on va les donner à l'utilisateur pour qu'il paye son réseau. Donc en fait, on crée une abstraction du système. Un VPN classique, en fait, il doit gérer une infrastructure, il donne une interface tu lui achètes le logiciel, tu payes un droit d'accès, et ensuite c'est lui, il te donne accès à ses serveurs. Ben nous, en fait, l'infrastructure, elle existe déjà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est si tu me payes, je vais payer pour toi l'accès au réseau en achetant moi-même les lignes. Donc toi, ta grand-mère, elle n'aura pas besoin de voir qu'elle achète des Nîmes, elle part en carte de crédit et puis elle sera contente, elle aura son VPN qui marche. Voilà. Et ça, ça va créer une pression d'achat sur le réseau qui va être la deuxième étape. Enfin, la prochaine étape, plutôt la prochaine étape. On espère, le but de ça, c'est de créer une pression constante d'achat et puis qui va nous allonger notre durée de vie de l'entreprise en termes de financement. Tout en permettant à ceux qui maintiennent cette infrastructure d'avoir un prix du token qui aura tendance à monter. Et après, les usages vont continuer à se développer. Après, on va développer surtout du B2B, c'est-à-dire on va développer de l'intégration dans d'autres logiciels qui, eux, vont amener des volumes à terme plus importants. OK. Alors, moi, j'ai une petite remarque là qui me saute un petit peu comme ça, Mhm, vite. Donc tu parles de mettre en place un système de VPN au travers de mhm. votre service. Pourtant, en début d'interview, tu nous as dit que, la connexion était plus lente que Tor encore, et Tor est quand même déjà bien plus lent qu'un VPN. Ouais. Comment vous allez, résoudre cette problématique? Parce que si vous mettez à disposition un service de VPN et que le truc ça rame plus que Tor, tu parlais de regarder Netflix, je crois que enfin, ça risque de bloquer au bout d'un moment, non? C'est très, très, très juste ce que tu dis, très, très juste. Et c'est là aussi on fait un compromis. Parce que, en fait, les gens, quand ils vont utiliser un réseau d'anonymisation, ce qu'ils veulent aussi, c'est connecter leur ordinateur ou leur téléphone à Nîmes et que tout se passe magiquement exactement comme il faut, tu vois? Et qu'ils aient la même expérience super rapide qu'ailleurs. On se rend compte que quand ils utilisent le Nîmes avec Telegram, ça va. Parce que tu envoies des messages, bon, peut-être les photos sont un peu plus lentes, tu envoies des messages, ça va. Le décalage qu'il y a, il est assez enfin, on ne peut Pas pas trop trop le percevoir. perceptible. Voilà, pas trop perceptible. Voilà. Imperceptible. Euh, par contre, bon, tu peux faire du streaming, mais c'est pas super. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, dans l'application, on aura en fait les deux systèmes. C'est-à-dire que on va avoir les paquets qui vont partir dans le MixNet. Donc, quand tu vas utiliser Telegram, ça va passer par le MixNet. Mais quand tu vas regarder une vidéo, en fait, ça va passer par les mêmes serveurs qui soutiennent le réseau. Donc, ça va être les mêmes machines et elles vont être payées de la même manière, mais ça va passer par un système rapide de VPN avec deux machines. Donc, ce qu'on appelle un VPN à deux hops. Donc évidemment, il n'y aura pas la promesse d'anonymisation. Ce sera aussi bien qu'un VPN, aussi rapide qu'un VPN, mais l'information ou les messageries qui sont, elles, vraiment nécessaires à être protégées, des transactions crypto, des messageries, elles passeront par le MixNet.
Et tu pourras, et si tu es un utilisateur un peu avancé, tu pourras choisir qu'est-ce qui va dans le mixnet ou pas. Et si tu es vraiment fou, tu pourras dire: «Je veux que tout passe par le mixnet», et là, tu pourras voir, ta vidéo à travers le mixnet. Donc, il y aura le choix de faire, mais par défaut, comme on veut que les gens aient une belle expérience, on va protéger l'essentiel qui est vraiment, les communications financières, les communications de messagerie privée qui passeront par le mixnet. Le trafic, normal, il passera par la même infrastructure, mais par un VPN. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire cette différence au début. Hem, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait, ça répond très, très bien à ma question. On va attaquer une dernière question qui vous rejoint un petit peu, en fait, ce qui a été dit juste avant, une question de monsieur Anno Marmoto, qui nous demande, enfin, qui vous demande si demain un gouvernement venait à frapper à votre porte, par un quelconque intermédiaire pour demander de fermer, en fait, tout simplement votre entreprise, tout simplement en vue d'interdire le système de privacy que vous avez mis en place. Avez-vous envisagé une continuité sans votre société? Ou partez-vous exclusivement sur une reprise par un autre acteur, enfin par la communauté, via l'open source? Car, si je dis pas de bêtises, tout ce que tu Ouais. nous as dit avant, en fait, sur le système du VPN, en fait, le principe de payer par carte de crédit, et cetera, et où vous allez effectuer la pression acheteuse sur le NIM, tout ça, c'est possible uniquement grâce à votre entreprise. Oui, Et alors donc, le si vous la VPN, oui, ouais, bien sûr. Oui, le VPN, oui, bien si sûr. demain vous faites, on va dire, attaquer de front Mmh. par une quelconque entité, hein, qui veut faire disparaître le système de privacy que vous avez mis en place. Comment ça se passe? Oui, oui, non, non, alors le VPN, c'est sûr, hein, ça, c'est quelque chose qui, va être géré par l'entreprise, et si, alors ce sera fait de telle manière une autre entreprise, si quelqu'un dans l'audience veut faire son propre VPN sur, le réseau, il pourra utiliser les mêmes fonctions, hein. Mais la partie paiement de carte, par exemple, bah, ça, c'est quelque chose qui est en dehors du réseau NIM. Donc, la fonctionnalité du VPN, elle sera là, mais pas le côté, paiement par carte, ça, ce sera extérieur. Maintenant, demain, l'entreprise disparaît. Le but, c'est que, le réseau puisse survivre. Donc aujourd'hui, on a, un réseau MixNet, hein, qui est entièrement indépendant, ça c'est déjà. Nous, on ne gère aucun nœud, de Mixnode, et on a une blockchain à côté, celle qui nous permet de faire qui fait vivre le jeton, en fait. C'est sur une blockchain, de type Cosmos, et il y a une trentaine, 33 validateurs sur cette chaîne-là, et aucun de ces validateurs, n'est l'entreprise. Donc on a déjà une infrastructure qui est quand même déjà assez bien distribuée, dans notre communauté. Mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, si, l'UNIM disparaît, le réseau, ça va avoir un peu du mal, parce que c'est nous qui sommes les fournisseurs de code, principal. Donc on n'a pas encore, pu, vraiment, décentraliser la production du code, mais c'est pas non plus peut-être le bon moment. Pour l'instant, on est encore en construction. Mais ça va être le but. Donc déjà, on gère pas le réseau. Donc, si maintenant, demain, on se fait attaquer, en réalité, on sera dans une situation, si on se fait attaquer par un État, c'est qu'on est vraiment gênant. Tant qu'on construit, on n'est pas gênant, en fait. Tant que les gens utilisent pas trop le réseau, on sera pas. À un moment donné, on va devenir gênant, c'est si notre réseau est vraiment utilisé en masse et que ça pose des problèmes, pour certaines personnes. À ce moment-là, on sera attaqué. Mais d'ici là, si on se fait attaquer et qu'on disparaît, on aura une infrastructure qui normalement sera reprise par la communauté elle-même. Ça, c'est comme ça qu'on le voit, parce que nous, on n'a aucun contrôle sur cette infrastructure. On ne gère pas. On doit convaincre les gens de mettre à jour chaque fois le réseau. Et ça va être ça. Au fur et à mesure, ça va être de plus en plus difficile, que l'on avance avec le temps. OK, super. Et ben, je te remercie bien pour ces petites précisions. Eh bien, s'il y a pas de nouvelles questions, je vais vous proposer qu'on mette fin à ce petit échange. Alexis, je te remercie encore une fois pour ta présence, pour toutes tes explications, tes longs monologues, mais qui furent très instructifs. Je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. On a eu pas mal de réponses, etc. Ça élargit un petit peu la manière de voir les choses au niveau de la vie privée, enfin de l'anonymat numérique, du moins. Et puis, bah, si tu as des nouvelles à nous faire parvenir, n'hésite pas. J'espère que le projet NIM va continuer d'avancer comme il le faut. Merci à toi.
et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, ciao ciao.